Donc, je disais qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler du taux de réussite, qui est un point très important. J'allais dire un facteur primordial de notre rentabilité, parce que si le taux de réussite est bon, généralement, le reste, c'est jouable. Et pour aborder ce thème, on va demander en fait à ce que ça soit participatif. Et généralement, si quelqu'un s'intéresse au taux de réussite, c'est que ce n'est pas un débutant. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas des débutants, parce que les débutants, lorsqu'on parle de taux de réussite, ce n'est pas évident qu'ils sachent de quoi on parle. Donc, c'est ce qui veut dire qu'à notre niveau, on sait de quoi on parle. Donc, on veut que ce soit vraiment un échange, que ce soit participatif avec des exemples concrets, avec des questions précises. Pas parce que peut-être on maîtrise tout, mais au moins le peu d'expérience que nous avons, nous pouvons la partager et ça pourra aider certainement. Donc, l'idée, c'est vraiment un truc participatif avec des exemples concrets, avec des cas concrets. Ça ne sera pas de la théorie. C'est vrai, peut-être nous ne sommes pas aborder quelques théories, mais au moins que ce soit des trucs concrets. Pour cela, on demande à ce que ce soit participatif, en jeune, en famille, en échange, on trouve des sujets, sur des sujets concrets et pratiques. Parce que le trading, c'est pratique, ce n'est pas de la théorie. La théorie, c'est juste pour comprendre voilà comment ça se passe. Mais exactement, ça se passe sur les graphiques et c'est là-bas on cherche maintenant à comprendre. Dans tel cas, on fait comment, dans tel cas, on fait comment. Donc, pour cela, on va démarrer en disant quoi? Qui sont, pourquoi on fait une telle formation. C'est-à-dire, ici, c'est Mansa Capital. Donc, Mansa Capital, c'est une équipe de traders qui, principalement, qui sont sur les indices synthétiques et sur le forex. Et de temps en temps, bon, on passe sur les indices boursiers, les crypto-monnaies, ainsi de suite. Nous sommes basés principalement sur le forex et puis les indices synthétiques. Et pour arriver à là, comment ça s'est passé en fait? Nous aussi, on a passé tout notre temps à faire, à suivre des formations, vraiment beaucoup à ce l'information. Lorsqu'on parle de BTML, ICT, QML, SND, pratiquement tous les supports, les résistances, les tremens, les indicateurs techniques, pratiquement tout, on a essayé de pousser. Et on se rend compte que voilà, il y a plusieurs approches, en fait, il y a plusieurs stratégies, il y en a plein. Chaque jour, on ne fait qu'inventer des techniques, on ne fait qu'inventer des stratégies, des approches. Et on se rend compte que si on passe du temps à se former de gauche à droite, ça ne va pas y arriver. Donc, on s'est posé la question, est-ce que peut-être il n'y a pas moyen de créer un peu de poids dans tout ce lot-là? Est-ce qu'il n'y a pas un ensemble de techniques, il n'y a pas un ensemble d'approches qu'on pourra essayer de mettre ensemble et comprendre concrètement comment le marché fonctionne? Parce que l'idée, c'est quoi? Si par exemple, on va aborder, par exemple, je prends peut-être l'économie, on va aborder l'économie. Vous voyez qu'un économiste qui est purement économique, qui n'a posé que l'économie à un certain niveau, bon, il va avoir des lacunes en fait. Il faut qu'il, pour avoir une base solide, expert, il savait que sa seule formation en économie, c'est pas évident. Donc, il serait peut-être obligé de pousser un peu la sociologie, de pousser en fait le droit, ainsi de suite. Là, lorsqu'on va se mettre en fait des cas concrets, il sait que l'économie s'applique à la société, à des êtres vivants. Donc, il sait maintenant quelle approche il va adopter pour pouvoir résoudre une situation. Donc, on s'est aussi posé également la question, en tant que trader, est-ce que les approches qui sont sur le marché, on ne peut pas les étudier, essayer de trier pour voir quelles sont les meilleures approches et de les mettre ensemble. Donc, lorsqu'on a fait ce travail, nous sommes retrouvés avec des cas concrets, à savoir peut-être le BTML, premièrement, qui est vraiment une approche super intéressante, le BTML, aussi le SMC qui n'est pas mal. Donc, nous, SMC et SND ensemble, SND, SMC, c'est la même logique. Et lorsqu'on parle également de HLZ, c'est la même logique. HLZ, c'est la même logique. Et peut-être aussi quelques indicateurs techniques. Donc, voilà ce que nous avons comme approche intéressante. On les a mis ensemble pour bâtir notre méthodologie. Et lorsqu'on a bâti la méthodologie, on a eu en gros 4 stratégies. En fait. On parle en gros 4 stratégies. Dans cette liste maintenant, on a choisi celle qu'on appelle quoi? Cash Express pour partager avec ceux qui sont dans notre communauté, donc Cash Express. Donc, vous voyez, ces 2 jours, on parle de Cash Express. C'est une méthode, une méthodologie, une stratégie de notre concept. Comment ça, on a choisi et puis partagé. Parce qu'avec les autres, là, on arrive à faire
pratiquement les RL 10, 15, 20, des fois même si le marché est favorable. Donc, en fait, assez de RL, mais avec Cash Express, bon, en moyenne avec 3 ou 9, ça peut aller. Donc, voilà en fait comment nous, c'est de pour arriver à ce niveau. Donc, avec notre petite expérience, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas partager sur des sujets également concrets. Et le sujet de aujourd'hui, ça va être quoi? Comment augmenter son taux de réussite. Donc, pour commencer, on va certainement poser une petite question. Lorsqu'on parle de taux de réussite, ça veut dire quoi selon vous? Lorsqu'on est trader, on parle de taux de réussite, ça veut dire quoi? Et je reviens au début pour vous inviter à participer parce que, comme on a dit, c'est vraiment des échanges participatifs. Il ne faut pas que ça soit un monologue, en fait, un monologue où c'est nous qui ne va parler. Et là, ce n'est pas intéressant. Nous sommes des traders pro, on échange entre nous des idées qui sont intéressantes pour pouvoir appliquer. Pour cela, il faut qu'on échange. Donc, selon vous, lorsqu'on parle de taux de réussite, ça veut dire quoi? À votre compréhension. Donc, on a M. Adam Smoudé, M. Koubi, on a M. Landé et Huawei Y9S. Lorsqu'on parle de taux de réussite, ça veut dire quoi? Vous pouvez également saisir le niveau du chat, vous pouvez écrire, vous pouvez envoyer un texte. Donc, je vous écoute, les amis. Lorsqu'on parle de taux de réussite, ça veut dire quoi selon vous? Alors, vous ne voulez pas parler. Donc, vous voulez que je parle seul. D'accord. Donc, comme je ne peux pas parler, je vais parler seul alors. En fait, donc, lorsqu'on parle de taux de réussite en français, facile, on ne va pas se casser la tête. Pour moi, parler de taux de réussite, c'est avoir une somme positive. OK, OK, d'accord. Alors, Oui, ce Kobe. oui, selon moi, le taux de réussite, c'est le nombre de trades gagnants sur le nombre total de trades que tu as pris. C'est quoi? C'est peur par rapport à ces gains. OK. Est-ce qu'il y a une autre proposition encore? Une autre proposition? D'accord. Donc, en résumé, je peux dire que l'exemple de M. Komi, bon, ce qu'il a dit, ça résume un peu le taux de réussite. C'est lorsqu'on parle de taux, forcément, ça fait appel à un rapport, un rapport en fait. On dit rapport, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble de mes taux de mes trades, c'est-à-dire je vais lancer en moyenne peut-être 20 trades par semaine. Et sur ces 20 trades-là, combien on réussit? Parce que là, on parle de taux de réussite en fait. Donc, j'ai pu avoir combien de trades gagnants simplement sur mon ensemble. Donc, si par exemple, peut-être j'ai eu 20 trades, sur les 20 là, combien ont été gagnants? Donc, gagnant également, ça va dépendre de quel idée on met dans gagnant. Peut-être ça peut être RR3, si dans notre approche, c'est RR3 qui veut dire gagnant pour nous. RR5, RR1, en fait, ça nous de définir le trade gagnant pour nous, c'est quoi? Parce que lorsqu'on prend un trade, il y a plusieurs possibilités. On peut prendre le trade, on va sortir la PE. On peut prendre le trade, on va sortir RR1. On peut prendre le trade avec RR5. On peut prendre le trade avec RR10. Donc, ça nous de définir le trade gagnant, c'est quoi? Donc, le service, c'est le nombre de trucs gagnants, peut-être 5, 15 trucs gagnants. Sur les 20, c'est ça seulement qui est le taux de réussite. Truc simple, simple. Donc, je sais de quoi, parmi les trucs que j'ai lancés, sur une période donnée, minimum un mois, parce que lorsqu'on parle de taux de réussite également, il faut un nombre de trucs assez important. Parce que si on ne peut pas prendre 2, 3 trucs et puis essayer de calculer son taux de réussite, ça n'a aucun sens en réalité. Il faut que ça soit vraiment sur un certain minimum, peut-être 50. Là, ça commence à donner du sens à ce que vous faites. Donc, minimum 50 euros, c'est bon. Et vous essayez d'évaluer maintenant par rapport à, à vos transactions. Sur les 50 là, j'ai pu avoir combien qui ont donné de bons résultats. Ça, c'est le taux de réussite. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça maintenant, de façon complète, parce qu'on ne va pas trop développer les trucs qui ne vont pas nous servir. On va développer des concepts théoriques qui ne vont pas nous servir. On va aller tout droit au but. Selon vous, quels sont les éléments qui peuvent être intéressants pour augmenter son taux de réussite? Enfin, je vais essayer de voir comment peut-être chacun voit ça. En fonction de ça, maintenant, on va corriger, essayer d'apporter plus.
Donc, selon vous, tant que tel, on arrive d'être professionnel, hein, ce ne sont pas des débutants qui s'intéressent au taux de réussite. Donc, selon vous, en tant que pro, quels sont les leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour accroître son taux de réussite? Je sais qu'on n'est pas habitué à ce format, mais bon, c'est une façon de faire qu'on trouve intéressante parce que voilà, si peut-être c'était purement des débutants, bon là on va développer tout le coup jusqu'à la fin, mais on n'est pas des débutants, donc on essaie de participer. Vous pouvez peut-être écrire dans le chat, c'est bon. Moi, je vais Quelqu'un donner pour un commencer? avis. Ok, oui, Monsieur Monet, allez-y. Ok. Mais bon, je ne suis pas pro, comme vous l'avez dit, hein. D'accord, Mais bon, d'accord. je pense que pour moi, ce qui va compter dans la rentabilité, bon, c'est le ratio risque-profit qu'on peut avoir à chaque trade de dit. Ok, donc le RR, la première proposition, c'est le RR. Ok, Voilà, pour moi, c'est ça. d'accord, d'accord, ça marche. Ok, merci à vous. Qui d'autre propose Voilà. quelque chose? D'autres propositions? Comment on peut faire pour augmenter son R? Parce qu'on sait que voilà, le taux de réussite, c'est pouvoir avoir le maximum de trucs gagnants sur l'ensemble des trucs qu'on va prendre. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? Ou bien, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir augmenter vos taux de réussite? Oui, monsieur Kobi. Bon, je pense que, il faut que la majorité des... Pardon? Pardon, vous dites? J'ai dit que, Mhm. il faut que la bonne partie de tes trades soit en accord avec le sens du marché ou bien la tendance du marché. Ok, ok. Super. Donc, tendance du marché. Donc, la trend. D'accord. Deuxième proposition. Et c'est une autre proposition encore. Donc, première proposition, on va travailler sur le RR. Deuxième proposition, on va chercher les trucs qui sont dans le sens de la tendance globale du marché, donc en suivant la tendance. Oui, ça c'est pro. Troisième proposition encore, soit on saisit, soit on active le micro et puis on s'exprime. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de proposition, je pense qu'avec ça, c'est bon, on peut aller. Effectivement, l'idée du RR, elle n'est pas mal, elle est propre. Peut-être le problème là-bas, c'est qu'en fait, on n'a pas d'éléments concrets pour appliquer. Parce que si on dit le RR, c'est bon. Mais le RR, en fait, est le résultat de notre travail, en fait, de nos efforts, de ce qu'on fait sur le marché. Parce que pour calculer le RR, il faut déjà qu'on ait pris des preuves en tenant compte d'un certain nombre de paramètres. Et maintenant, on va évaluer. Donc, le RR peut-être pourra venir après. C'est un élément, je ne sais pas comment je dois vous expliquer ça en fait. C'est comme un facteur qui va nous permettre de pouvoir travailler nos stratégies. Parce que lorsqu'on parle de stratégie, ça veut dire quoi? On peut avoir des stratégies à des RR qui sont réduits avec un taux de réussite élevé. Alors qu'on peut avoir en fait des RR qui sont grands, même si le taux de réussite est faible, ça permet en fait d'avoir la rentabilité. Donc, le taux de réussite et le RR vont ensemble pour la rentabilité. Mais ici, en fait, on parle principalement du taux de réussite. Parce que comment je peux faire en tant que trader de sorte que si je lance un trade, au moins je peux être sûr qu'à 70%, mon trade va aller là où je l'ai prévu. Vous voyez un peu l'idée du taux de réussite. Par contre, le RR, c'est quoi? Je risque combien et j'espère avoir combien. C'est en fait la différence entre le RR et puis le taux de réussite. C'est vrai, les deux là doivent être mis ensemble pour pouvoir être gagnants sur le marché. Parce qu'avoir un taux de réussite élevé ne fonctionne pas aussi forcément la rentabilité. On peut avoir un taux de réussite élevé, mais il n'est pas être rentable. Ça va dépendre de comment aussi vous évaluez votre RR. Mais tout ça, on va les aborder en fin de formation. Donc, comment on peut faire concrètement essayer d'allier un peu le taux de réussite et le RR. D'accord. Donc, ici, parmi les deux propositions, on va prendre la seconde proposition qui est à savoir quoi? La tendance. Parce que pour pouvoir avoir un taux de réussite élevé, il faut qu'on se positionne dans le sens de la tendance. C'est basique,
lorsqu'on explique, c'est simple à comprendre, pourtant, c'est l'élément clé, être dans le sens de la tendance globale du marché. Ouais, parce que ici, par exemple, sur le marché aussi, et moi, je cherche à faire des pailles. Vous voyez que instinctivement, j'ai quand même assez de chance de pouvoir aller en fait, d'avoir un truc gagnant, que peut-être d'aller acheter sur un marché qui est en train de baisser. Vous voyez un peu l'idée. Donc, un marché qui est en train de baisser, moi, je cherche à faire des pailles, c'est pas intéressant sur moi. Donc, j'ai beaucoup de chance. En fait, je n'ai pas assez de chance à ma faveur. C'est comme par exemple, aussi un marché qui est en train de pousser, et moi, je cherche à vendre. Je vous raconter une histoire. Lorsque, personnellement, j'ai commencé à trader, je faisais exactement en fait le contraire. Le contraire, pourquoi? Vous voyez, par exemple, on connaît tous le TDI ou bien le RSI, peut-être le MACD qui donne les divergences. Lorsqu'on parle de divergence, on dit non, le marché tire vers la fin de la tendance, donc il y aura un renversement. On a appris comme ça le TDI. Donc, on voit un marché qui est en train de pousser et paf, on regarde le TDI vers le RSI, on voit des divergences qui se mettent en place. On dit waouh, actuellement, c'est bon, on va aller en scène. Pourquoi? Parce qu'on voit des divergences qui se mettent en place. Donc, dès que ça commence à monter, on voit une bougie rouge, paf, on commence à vendre. Le marché monte. Une bougie rouge, paf, on commence à vendre. Le marché monte. On ne fait que payer. Mais à un certain moment, il faut qu'on se pose la question, pourquoi on va chercher à vendre sur un marché qui est pointé à la hausse? Ça n'a aucun sens en réalité. Et lorsqu'on l'explique, c'est banal, mais la mise en pratique, des fois, c'est un peu compliqué. Et rassurez-vous, si la fin va vous donner des éléments concrets pour pouvoir identifier la tendance. Lorsque je viens, je vais m'appuyer sur quoi vous dire, voilà, ce marché-là, il est haussier ou bien il est baissier. Une fois que j'ai pu identifier la tendance, je ne ferai que suivre cette tendance, soit à la hausse ou à la baisse. Mais de prime abord, il faut que je comprenne que pour avoir un taux de réussite élevé, forcément, il faut que je sois dans le sens de la tendance. Et réellement, si vous pouvez écrire ça quelque part, gardez chez vous. On écrit ça quelque part, tout un salaire devant nous, pour ne jamais, au grand jamais, aller dans le sens contraire de la tendance. C'est comme l'adage qui dit, on n'attrape pas un couteau qui tombe. Voilà, on lâche un couteau de 10, 20, 30 mètres du sol, toi, tu dans ta main pour pouvoir récupérer ça. Tu vas saigner, ça c'est clair et net. Donc, pour ne pas aussi saigner votre compte, n'allez jamais, au grand jamais, dans le sens contraire de la tendance. Donc, une fois qu'on est d'accord avec cette façon de travailler, la question maintenant qui va avec comment on fait pour pouvoir déterminer une bonne tendance. Ouais, comment on fait pour pouvoir identifier une bonne tendance sur le marché? Et la réponse à cette question, on va peut-être énumérer les différents éléments sur lesquels on peut travailler et maintenant on va les répondre au fur et à mesure. Donc, on met cette question juste et dans le développement de notre rencontre aujourd'hui. Donc, en plus de la tendance, un autre élément aussi important, c'est où est-ce qu'on se positionne. C'est vrai, le marché, il est haussier, je sais qu'il est haussier. J'ai fait mon analyse, j'ai eu des éléments concrets qui me rassurent que, OK, actuellement, on va à la hausse. Ou actuellement, on va à la baisse. Maintenant, où est-ce que je peux me positionner? Parce que là où je me positionne également, c'est aussi un élément important en fait, dans l'augmentation de mon taux de réussite. Parce que ce n'est pas parce que le marché est haussier que je veux me positionner partout. C'est parce que le marché est baissé que je viens seulement, voilà, le marché est baissé et puis pas on commence à vendre. Donc, il faut que je puisse savoir complètement si le marché est baissé, où est-ce que je peux me positionner dans cette baisse-là pour pouvoir augmenter mon taux de réussite, de sorte que mon trade soit favorable, soit dans le mouvement global. Voilà les deux, il y a plein, mais voilà vraiment les deux éléments concrets. Parce que si vous les appliquez, obligatoirement, vous allez avoir un taux de réussite élevé. Il y a peu importe la stratégie que vous utilisez, peu importe votre approche, que vous soyez avec un trader, que avec le SMC, le petit MM, HLC, les indicateurs techniques, peu importe. Si vous appliquez ces deux façons de faire, forcément, vous allez avoir un taux de réussite élevé. Maintenant, la question, comment on fait pour identifier nos tendances et comment on fait pour pouvoir bien se positionner.
Je ne sais pas si quelqu'un a d'autres propositions à ajouter, mais voilà les deux éléments sur lesquels nous travaillons principalement pour avoir une réussite élevée. Est-ce que ça convient? Déjà, est-ce que théoriquement, on voit là où on peut aller? Est-ce que ça a du sens pour vous? Ces deux éléments. La tendance et là où on se positionne. C'est-à-dire l'entrée, là où on rentre, là où on prend position. Oui, c'est clair. Super, merci. Est-ce que ça a du sens? Si ça n'a pas le sens que vous dites, on va, c'est comme on a dit, c'est donnant-donnant. Voilà, c'est pas un truc qui nous bloque, c'est vraiment, comme on a dit, on a un entraîneur, on veut avoir des trucs concrets pour appliquer. Ça ne sert pas de faire la théorie, puis chacun va arriver, il peut appliquer ça en aucun sens. Non, juste avec ça, c'est du concret, on peut l'appliquer. Est-ce que ça a du sens pour vous? Monsieur Adam a donné son point de vue. C'est clair. Vous pouvez écrire, hein, s'il y a quelque chose à dire seulement, écrivez, et puis voilà. Là, c'est intéressant, ne me laissez pas parler seul. D'accord, donc vous ne voulez pas parler, ça marche. Donc, comme on a dit, la question maintenant qui tue, c'est comment faire pour pouvoir pour identifier une bonne tendance. Donc, premièrement, on a dit quoi? Les deux éléments sur lesquels on peut travailler pour pouvoir avoir une réussite élevée. C'est premièrement la tendance. Et deuxièmement, l'entrée, là où on se positionne. Voilà les deux éléments vraiment importants. Et praticable surtout, pour mettre en application après ce zoom-là. OK, maintenant, comment on fait pour déterminer une bonne tendance? Je vous renvoie toujours la question. Selon comment vous faites pour identifier vos tendances, savoir tel marché il est propre, tel marché, voilà, de façon concrète, comment vous faites? Allez, les amis, je vous écoute. Comment vous faites pour identifier la tendance? Les amis, il y a quoi? Vous ne parlez pas? Ou bien, il y a quoi? OK, appliquer la théorie de Allô? dos. Oui, monsieur Randé. Oui, bon, c'est ce que je viens de dire, appliquer la théorie du dos. D'accord. Voilà. Donc, premièrement, pour la tendance, on a dos. OK. Qui nous a une proposition? Dos, c'est pas mal. Une proposition. Maintenant, la question qui va avec, lorsqu'on parle de dos, je comprends l'idée, hein, mais concrètement, lorsqu'on va sur les graphiques, bon, dos, c'est quelle partie, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce qu'en fait, l'idée, rappelez-vous, en tout cas, on veut à l'issue de ce zoom-là. Monsieur Randé, le son. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est pour dire, à l'issue de ce zoom, il faut que chacun puisse avoir des éléments précis, concrets. Lorsque je joue ma plateforme, c'est ça là, je vais identifier. En fait, c'est ça là, je vais identifier. C'est ça là, je dois voir ou dire, voilà, ça c'est un marché haussier, ça c'est un marché baissier. Vous voyez un peu l'idée. Donc, d'eau, c'est propre, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais ça reste toujours vague. Nous, on veut des éléments précis, concrets. Si je viens sur ma plateforme, par ça là, j'ai vu, c'est bon. On dirait mon wifi déconne aujourd'hui, hein. Proposition, s'il y en a. D'accord. Donc,
dos, c'est bien. La proposition de dos, c'est super bien. Mais je disais qu'en fait, on veut des éléments concrets, des éléments précis sur le graphique. Lorsqu'on vient, on identifie ça, c'est bon. On est sur une tendance haussière. Donc, on sait que la plus... Ah. Bon, quand on parle de la loi de dos, oui. Maintenant, selon moi, bon, et ici, bon, on parle de la tendance haussière, tendance baissière. Maintenant, si on prend la tendance haussière, ici, bon, les creux, les pics sont de plus en plus hauts. Oui. Et maintenant, quand on prend la tendance baissière, les pics et les creux sont de plus en plus bas. Selon mon entendement. Voilà. Là, on parle d'impulsion, de retracement, impulsion, retracement. Oui. Voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut ajouter quelque chose. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter? OK. Donc, la proposition de dos, elle est parfaite. Maintenant, on va essayer d'ajouter quelque chose à dos. Parce que, effectivement, elle a dit quoi? Sur un marché haussier, on voit des sommets et des creux de plus en plus hauts. Et sur un marché baissier, on a des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc, de plus en plus bas. Maintenant, pour aller plus loin, on va essayer de voir sur cette tendance haussière ou sur cette tendance baissière, on peut s'appuyer sur quoi concrètement. C'est vrai, d'autres me disent de façon visuelle, bon, on a ça, mais nous, on peut, de façon concrète, si on vient, quels sont les éléments qu'on peut identifier? Ça peut dire, OK, d'autres disent, on va aller à la hausse, on va aller à la baisse. Mais j'ai vu ça en appliquant, en voyant semblablement que le marché aussi. Donc, nous, on a quoi? On a premièrement ce qu'on appelle de configuration de bougie. Donc, configuration, vraiment, j'écris très mal, excusez-moi. J'écris très mal. Donc, configuration de bougie japonaise. Ça veut dire quoi? Si je vois effectivement, d'après la proposition de M. Monet, je nomme cela un peu plus tôt, on est sur un marché haussier, donc je vois des sommets de plus en plus hauts, des prix de plus en plus bas, c'est bon. Mais en fait, de façon précise, si j'ai de configuration de bougie japonaise, je peux m'appuyer sur ça pour dire, voilà, les prochaines périodes à venir, on part à la hausse, mais les prochaines périodes à venir, on part à la baisse. Ça veut dire quoi concrètement? Les configurations qui sont intéressantes, ça peut être quoi? L'engloubant, peut être comme ça, une englobante. Ici, j'ai seulement l'englobant. Donc, si par exemple, on vient sur le marché, on est sur le time frame supérieur, parce qu'on sait que les tendances, généralement, on va les identifier sur le time frame supérieur, à moyenne, daily, weekly, maximum, monthly. Donc, l'idée, c'est quoi? Si on vient, on observe le marché qui est haussier et qui fait juste un petit retracement de 2 à 3 bougies maximum et qui se pose sur la moyenne de 14. Vous voyez un peu ici, la moyenne de 13, 14, c'est la même chose. Personnellement, je dis 14. Donc, moyenne de 14. Donc, le marché, il était haussier. Il corrige avec maximum 3 bougies, donc 2 à 3 bougies maximum ici. Et il se pose sur la IME 14 et il clôture en quoi? En englobant. Donc, ça peut être sur daily, sur weekly ou sur monthly. Ou bien il fait ça, il fait la hausse, coule avec maximum 2-3 bougies, il se pose sur la IME 14 et clôture en quoi? En étoile. Voilà deux configurations qui sont intéressantes. Parce que la logique de l'englobant de l'étoile, c'est quoi? Ce sont des configurations qui sont intéressantes. Et si on les voit, généralement, les bougies qui viennent après sont dans le sens de la tendance, en fait. Ça veut dire quoi? Si je vois une englobante baissière, généralement, les bougies qui suivent sont baissières. Si je vois par exemple une étoile du matin, généralement, les bougies qui viennent sont haussières. On voit un peu l'idée. Donc, si moi j'utilise ces bougies-là pour voir, c'est pas pour rentrer, c'est pas pour prendre un truc, pas pour prendre une position, non.
Tu sais que généralement, quand il y a cette configuration, le marché part à la hausse. Donc, nous, on va prendre cette configuration-là pour dire, je détermine ma tendance avec ça. Comme généralement, si à ça, le marché part à la hausse. Donc, moi, je pars sur DNI, weekly ou monthly, pour identifier cette configuration. Une fois que je vois ça, je dis que ce marché, potentiellement, il va aller à la hausse. Puisqu'on aura, on va avoir peut-être, c'est un exemple, peut-être qu'après ça, on a 2, 3 bougies. Je ne vais même pas aller loin, non, peut-être 3 bougies. Même si elles ne sont pas successivement comme ça, c'est juste une façon de dessiner. Donc, nous, on voit peut-être cette configuration sur DI. Le marché là, il corrige juste 2, 3 bougies. Il fait ça sur DI. Nous, on a ce niveau. Donc, sur DI, peut-être on vient mardi soir, sur EURUSD, on voit que le marché a fait ça. Donc, une fois que je vois que le marché a fait ça, potentiellement, les boutiques qui suivent 2, 3, 4, maximum 5 là, elles vont être haussières. Donc, si j'ai 2, 3, 4 boutiques qui vont être haussières, ça veut dire quoi de façon explicite? J'aurai 3, 4 jours haussiers. Donc, si moi j'ai 3, 4 jours haussiers, donc j'ai une tendance probable qui va se dessiner sur les 3, 4 jours à venir. Si sur daily, j'ai 3, 4 jours, il suffit d'aller sur le terme inférieur, forcément, le marché ne va pas aller tout droit. Il va maintenant faire des configurations, des setups. En fonction de comment je rentre, je prends mon trade dans le sens de la tendance prévue. C'est des trucs qui sont simples, mais efficaces sur le marché. Ça ne ce sont pas des casse-têtes en fait. On ne va pas venir mettre en place un système, un arsenal, des fois même qui est difficile à appliquer. Il faut aller sur les trucs simples, logiques, faciles. Même si dans votre approche, vous ne traitez pas avec les moyens publics, ainsi de suite, ce n'est pas grave. Prenez ça juste pour identifier votre tendance. Et vous prenez votre trade dans SMC, ça ne vous dérange pas. Ouais, vous prenez votre trade dans QML. Nous-mêmes, on fait ça. Ça ne nous dérange pas. Par exemple, peut-être vous voyez mon graphique. Il y a des indicateurs qui sont là-bas. Oui, monsieur il n'y a pas de... Allez-y. Voilà, bon, je voulais poser une question un peu concernant les moyens mobiles. Oui. Voilà, dans votre précédente vidéo, là, vous avez utilisé plus de 2 moyennes mobiles, je pense, hein, si je ne me Oui. trompe pas. Voilà, Oui. je pense qu'il y a 50 et à 800, si je ne me trompe pas. Voilà, maintenant, ici, dans l'exemple que vous avez pris, vous avez plus parlé du test de l'EMA 13, je pense. Voilà, Maintenant, est-ce que c'est le même principe qu'on doit appliquer lorsque il y a un test de l'EMA 50 ou de l'EMA 800 aussi? Oui, on va y arriver. C'est le même principe. On va y arriver. Donc, déjà, vous avez abordé le second point. Donc, c'est bon. Parfait. Ok, d'accord. Donc, je vais Parfait. écouter pour la suite. D'accord, ça marche. Merci. Donc, ici, c'est le test sur la IB13. Là, c'est bon. On s'est dit, OK, le marché potentiellement peut aller à la hausse. On a une tendance quand même probable. On n'a pas dit que c'est à 100% ça va se réaliser. Mais au moins, on est dans un truc où, si ça se passe et qu'on a des opportunités, ça peut nous permettre d'avoir des trucs gagnants. Et si on n'a pas ces opportunités, elles sont dans le sens de la tendance. Déjà, ça va nous permettre en fait d'avoir un RR très élevé. Et aussi, le taux de réussite sera énorme en ce moment. Donc, truc simple, facile à appliquer, c'est tout. Oui. Donc, le deuxième élément encore, avec ces mêmes configurations de bougies, c'est ce que M. Monet vient d'expliquer. En fait, on peut appliquer la même chose sur la moyenne depuis 5 ans. Pourquoi la moyenne depuis 5 ans? Parce qu'on sait quoi? On sait généralement, lorsqu'on est sur un marché boursier, en appliquant d'eau, on a des sommets et des creux de plus en plus bas. Donc, si le marché fait une impulsion haussière, qu'on va appeler ici peut-être un level, il fait le faux mouvement, ça veut dire la progression. Potentiellement, il peut se poser quoi? Sur la IME 50 et la moyenne mobile 50 du TDI. Ouais. Donc, s'il vient se poser sur la moyenne mobile 50 du TDI ici, normalement, c'est pour faire quoi? C'est pour encore continuer avec la hausse. Donc, on peut appliquer le même principe qu'avec la moyenne mobile 14, c'est la même chose. Parce que les deux, en réalité, sont liés. Parce qu'ici, par exemple, on est sur H4. Regardez bien, on est sur H4.
on reteste la moyenne depuis 14. Ce qui veut dire si on passe sur H1, on a eu le test de moyenne 50. Donc, c'est juste une question de time frame. Vous voyez? Et donc, le fait de travailler avec la même 50 nous permet de pouvoir profiter même du début de la tendance arrêtée. Donc, lorsqu'on parle de IMA 50, vraiment, j'aimerais que vous portez votre attention à ça parce que on va l'utiliser pour plusieurs façons, pour faire plusieurs choses à la fois. Donc, pour ne pas confondre comment on appelle ça, la façon d'utiliser, je vous demande de porter l'attention très, très importante. Donc, ici, c'est pour vraiment identifier la tendance. Donc, on identifie la tendance sur le time frame supérieur à partir de DI ici, peut-être, si ce n'est pas pour faire du scalping, à partir de DI, c'est bon. Mais peut-être c'est pour faire du scalping, même à partir de H4, 200. Mais intra-DI, swing, c'est bon. Intra-8, DI, c'est bon. Minimum. Donc, ça veut dire quoi? Chaque soir, moi, je viens, j'ouvre ma plateforme, je regarde, est-ce que je n'ai pas des tests de ligne 50